a beaucoup parlé ces derniers mois aux États-Unis de la question de la transidentité au sens de transracialité. On a un peu articulé les deux questions et j'en veux pour preuve un article notamment qui est paru au mois de mai dernier dans le New York Times, un article qui parlait de Andrea Smith, qui est une enseignante à l'université de Californie et qui en 2007 avait révélé qu'elle s'était fait passer pour Native American, c'est-à-dire amérindienne, alors qu'en réalité elle n'avait aucune origine amérindienne. Alors cette histoire fait écho à une autre histoire qui date du mois de septembre dernier et qui concerne Jessica Ann Krug, qui est une enseignante de l'université George Washington, enseignante d'histoire, qui était une enseignante de cette université et qui a révélé sur la plateforme Medium qu'elle s'était faite passer pour noire auprès de ses collègues et de ses étudiants pendant de nombreuses années. Et elle a démissionné de son poste à l'université. Alors ces deux histoires, en fait, elles m'en rappellent une autre qui est beaucoup plus ancienne et qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque et qui est l'histoire de Rachel Dolezal, une histoire qui s'est déroulée au printemps 2015, au moment où Rachel Dolezal est une femme très active, elle est enseignante d'études africaines et elle est aussi la présidente d'une branche locale de la NAACP. Donc la NAACP, c'est une association qui est très très ancienne, qui a été fondée au début du XXe siècle par W.E.B. Du Bois et qui vise à la promotion des personnes de couleur. Donc elle est militante des droits civiques, militante infatigable même des droits civiques, Rachel Dolezal, et ses parents vont passer à la télévision et montrer des photos de famille et démontrer que leur fille est en réalité tout à fait blanche. Pas noir du tout. Le scandale éclate, Dolezal est obligée de démissionner de toutes ses fonctions et vraiment l'affaire fait beaucoup de bruit. Bon. Justement à ce moment-là, précisément, où le scandale éclate autour de Dolezal, eh bien l'Amérique se passionne pour une autre histoire trans qui concerne cette fois-ci Bruce Jenner. Et Bruce Jenner, c'est l'enfant chéri de l'Amérique, c'est un médaillé olympique des Jeux de Montréal en 1976. Et au printemps 2015, justement, il est à la une de Vanity Fair, du magazine Vanity Fair, où il fait son coming out de femme trans. On le voit en couverture du magazine, il porte un bustier, il a les yeux plantés dans l'objectif, et en titre, on voit Call Me Caitlyn. Donc Caitlyn, c'est le prénom féminin qui s'est choisi. Justement, il n'est plus Bruce, il est Caitlyn. Et dans l'interview qui lui est consacrée, il va très habilement opposer donc Caitlyn, la femme qu'il est devenue, qui ne ment jamais, et Bruce, qui au contraire a passé sa vie entière à mentir. Voilà. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que d'un côté, exactement au même moment finalement, on a Caitlyn / Bruce Jenner que les Américains adorent. On va se passionner pour ces révélations, on va les accueillir très favorablement, très chaleureusement. Et de l'autre côté, on a Rachel Dolezal qui, elle, au contraire, se retrouve oui, elle perd son travail, elle est harcelée sur les médias, dans les médias, sur les réseaux sociaux, donc c'est tout à fait une autre affaire. On lui dénie, on va dire, ce qu'on accorde à Jenner. Alors, on peut se demander effectivement qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi ce traitement de faveur tout à fait différent. Alors, finalement, si on regarde un peu plus près l'histoire, on pourrait presque trouver un point commun, je dirais, à Jessica Ann Krug et Bruce Caitlyn Jenner, puisqu'en fait, tous les deux, ils font quelque chose qui est un petit peu pareil, à savoir qu'ils se confessent. C'est Jessica Ann Krug elle-même qui a révélé sa supercherie, hein, et elle a avoué qu'elle avait menti.
Et de même, on voit bien comment Jenner a beaucoup joué autour de la question du mensonge, d'un mensonge, d'une histoire passée mensongère qu'il veut effacer aujourd'hui en étant authentique. Et Caitlin, comme il dit, ne ment jamais. Mais Dolezal, elle, c'est tout à fait une autre affaire. Elle veut pas se confesser. Elle veut pas dire qu'elle a menti. La confession, c'est quand même un exercice américain, que les Américains affectionnent. Mais elle se refuse absolument à se confesser. Et c'est ce qu'on voit, c'est très bien montré dans un documentaire qui lui est consacré sur la chaîne Netflix, qui s'appelle The Rachel Divide, et qui date de 2018. Et dans ce documentaire, on voit bien qu'elle refuse de dire qu'elle ment. Elle dit « Je ne mens pas, je suis noire, dans un corps de blanche, mais je suis noire. » Bien. Et donc, dans tous les talk-shows, dans toutes les conférences où elle s'exprime, elle insiste énormément là-dessus. Elle est véritablement noire à sa manière. Et ce que son auditoire n'accepte pas, et ce que ses concitoyens n'acceptent pas. Alors justement, dans ce documentaire que je viens d'évoquer, le Rachel Divide, à un moment donné, on la voit dans un face-à-face avec une dame qui l'écoute dans l'auditoire, une dame africaine-américaine, et cette dame africaine-américaine lui dit la chose suivante, je cite, j'aime ton style, j'aime ton look, ta coiffure, mais j'en ai bavé en tant que femme noire, et je ne pense pas que tu as connu les difficultés que rencontre une femme noire. Moi, j'ai gagné le droit de me définir comme femme noire. Alors ça me pose un problème quand tu te définis comme une femme africaine-américaine, alors que tu n'as pas traversé les épreuves qui forgent une femme noire. Donc on voit que rien n'y fait. Dolezal peut se réclamer de souffrances passées parce qu'elle est assez habile. Elle utilise beaucoup, elle reprend à son compte beaucoup de signifiants qui sont généralement utilisés par les militants de l'égalité raciale aux États-Unis. Par exemple, elle a beaucoup parlé du fait qu'elle s'est construite à l'ombre de parents violents, entre un frère aîné qui a pratiqué sur elle des attouchements et des frères et sœurs adoptifs noirs qui, eux, elle se sentait très proche d'eux, elle s'identifie à eux comme victime, mais rien n'y fait. On voit bien dans la réaction de cette dame dans l'auditoire, on dénie à Dolezal le droit de se réclamer donc d'une souffrance et d'une histoire de femme noire. Elle n'a pas l'histoire d'une femme noire, et de ce point de vue-là, finalement, on lui dénie le droit de faire sa mutation trans. Pour Dolezal, il n'y a pas d'au-delà de la couleur de peau. Voilà. Et c'est finalement ce qui illustre, si on réfléchit, le titre du documentaire, The Rachel Divide. Le divide, c'est ça, c'est le divide, c'est cette frontière indépassable, finalement, qu'elle ne peut pas enjamber, entre le noir et le blanc. Mais je dirais même, c'est cette frontière indépassable aux États-Unis, d'une question raciale non réglée. Les États-Unis où finalement, tout demeure tout blanc ou tout noir. Et c'est amusant puisque c'est un petit peu ce que disait déjà le général de Gaulle en 1963. Il disait ça à l'imperfite au lendemain de l'assassinat de John Kennedy à Dallas. Charles de Gaulle ne disait pas autre chose. Je le cite. Ça a l'air d'être une histoire de cow-boy, donc il parle de l'assassinat. Ça a l'air d'être une histoire de cow-boy, mais n'en doutez pas, le conflit entre noir et blanc est à l'origine de ce meurtre. C'est l'éternelle histoire. Ça a été l'histoire des États-Unis, mais ça risque de redevenir l'histoire des États-Unis. Alors, ce divide indépassable, il me semble que Lacan l'avait épinglé à sa façon, 10 ans encore avant De Gaulle, en 1953, dans son rapport de Rome, lorsqu'il parlait de l'anistorisme américain. Alors, qu'est-ce qu'il disait exactement? Là encore, je le cite, l'anistorisme des États-Unis, où chacun s'accorde à reconnaître le trait majeur de la communication aux USA, et qui est, à notre sens, aux antipodes de l'expérience analytique. Alors, l'anistorisme, je l'entends ici effectivement comme une sorte de présentisme.
un présentisme qui est très américain, en effet, c'est-à-dire cette manière de se positionner exclusivement dans le présent, à l'exception de toute perspective historique. Et c'est vrai que les États-Unis sont nés d'une volonté commune de faire table rase d'un passé européen, de consacrer une rupture absolue entre vraiment cet ancien monde de privilèges, de hiérarchie, etc. Et donc consacrer cette rupture avec un ancien monde et donc construire une nouvelle société qui serait égalitaire, voilà, avec toute cette utopie américaine. Mais malgré tout ça, hein, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les Américains ne sont pas pour autant parvenus finalement à régler cette question raciale et à dépasser cette frontière, ce divide entre noir et blanc. Donc, à ceux qui disent que notre vieux continent est en retard sur les États-Unis, nous pouvons rétorquer, me semble-t-il, que les États-Unis sont en retard sur leur histoire. La cancel culture dont on parle tant, la culture woke, qui voudrait nous faire croire que justement les États-Unis sont à la pointe de la pensée sociale, en réalité, elles ne sont que autant de gesticulations anachroniques d'un anti-européanisme, on pourrait dire, vieux de plus de 3 siècles. Et pour reprendre là encore ce que disait De Gaulle, il n'y a pas d'histoire de cow-boy ici, il n'y a pas d'histoire de cow-boy défricheur d'espaces vierges dans toute cette affaire. Alors, on peut pour autant aller un peu plus loin dans cette histoire et dire que finalement l'affaire Dolezal et l'affaire Jenner donc ont tout à voir l'une avec l'autre. Ce n'est pas un hasard finalement si ces deux histoires se sont retrouvées au même moment, hein, sous les feux de la rampe. Et je dirais d'abord évidemment, d'un point de vue logique, on voit pas très bien pourquoi on dénierait à Rachel Dolezal ce qu'on accorde à Jenner. Enfin, c'est un peu difficile de soutenir ça d'un point de vue logique, mais au-delà de ça, effectivement, on voit bien qu'il y a une interconnexion entre la question trans et la question raciale aux États-Unis. Et là encore, il y a un excellent documentaire qui traite de cette question sur Netflix, qui date de 2020, un documentaire de Sam Feder qui s'appelle Disclosure et qui montre bien que depuis toujours, il y a une interconnexion entre la question transsexuelle et la question raciale. Alors que nous venons de fêter le 31 mars dernier le jour international de la visibilité trans, et à l'heure aussi où Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, déclare vouloir réconcilier sa patrie divisée en profondeur, il me semble qu'il y a tout lieu de s'interroger sur ce que le phénomène trans, le mouvement trans, rend en définitive visible aux États-Unis. Alors pour le dire avec Lacan, je dirais que ce que, en définitive, le mouvement trans rend visible aux États-Unis, c'est une histoire qui, fort close du symbolique, réapparaît dans le réel.